Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission Il y a 80 ans. Pourquoi ce titre Il y a 80 ans? Tout simplement parce que nous allons bientôt fêter la libération. La libération donc de la France qui a vécu sous le joug allemand et avec les directives édictées par le gouvernement de Vichy. Nous nous intéresserons plus particulièrement à la ville de Verdun, au secteur de Verdun. Ensuite, cette émission va faire son chemin et nous emmènera finalement au Luxembourg pour se terminer en Belgique. Alors, pour parler du secteur de Verdun, la résistance est embryonnaire à partir de 1940. Les Allemands occupent Verdun à compter du 15 juin 1940. Les Verdunois, comme dans beaucoup de villes françaises et de régions françaises, vont vivre selon les lois de Vichy et selon les contraintes édictées par les Allemands. En 1940, finalement, il n'y a pas trop de résistance encore. Elle sera, disons, un peu plus effective en 1941. Disons qu'elle est encore embryonnaire. Elle n'a encore pas ses lettres de noblesse. Et puis, à Verdun, il y a un personnage qui va s'atteler à ce sujet. Il s'agit de Hippolyte Thévenon, qui va organiser la résistance au sein du département de la Meuse, qu'il va scinder en deux zones. La zone nord, dont fait partie Verdun, et la zone sud, dont fait partie Saint-Mihiel et Bar-le-Duc. Ce brave homme va commencer à étayer des réseaux de résistance, des noyaux de résistance au sein du département. Bien sûr, il va trouver des volontaires. Et puis, il va se faire connaître donc par certains responsables plus haut placés que lui. Ça va faire son chemin à tel point que ce monsieur va être vraiment pris au sérieux par les autorités qui se trouvent à Londres. Et puis, ayant confiance, ils vont armer ces résistants. Il y aura un premier parachutage qui se déroulera le 17 août 1943. Avant, il n'y avait pratiquement pas d'armes. C'était uniquement des petits sabotages sur des réseaux électriques ou sur des réseaux téléphoniques. Et là, à partir de ce moment-là, les armes arrivent et de l'argent arrive également. Et Hippolyte Thévenon, donc, à la source finalement de ces réseaux, va faire en sorte que ces missions soient plus ciblées pour gêner l'occupant. Donc il va y avoir maintenant des actions armées, il va y avoir des embuscades contre des convois routiers, il y aura aussi de la destruction, il y aura des sabotages, il y aura des sabotages sur les voies ferrées également pour empêcher donc tout moyen de communication utilisé par les Allemands. Et puis finalement, on arrive en 1944. Et en 1944, les Allemands ne sont pas restés inactifs. Avec leurs sources de renseignement, ils ont réussi à annihiler pas mal de réseaux de résistance. Quand on s'aperçoit de ça, finalement, il y a un grand chef de la résistance qui se nomme Gilbert Grandval, colonel de son état, qui va arriver en Meuse à compter du 6 juin 1944, le jour du débarquement, pour mettre en œuvre le plan vert. Qu'est-ce que le plan vert? Le plan vert, c'est les sabotages et la destruction de tout moyen de communication pour gêner les renforts allemands de partir sur la Normandie. Alors là, c'est une autre phase. Entre-temps,
À l'issue des parachutages en 1943, Hippolyte Thévenon est menacé et va partir ailleurs. Il va quitter la Meuse. Sa vie est menacée. Et il y aura, suite à un jugement prononcé par un tribunal allemand, il y aura 5 résistants verdunois qui vont être fusillés dans une clairière de la forêt de Béonne, à proximité de Bar-le-Duc, le 4 mars 1944. Ceci pour vous dire que les Allemands ne sont pas restés, disons, les mains dans les poches, pardonnez-moi l'expression, mais qu'ils étaient quand même actifs pour obtenir des renseignements et arrêter les résistants. Mais à partir du 6 juin 1944, avec la venue de Gilbert Grandval, la résistance retrouve un regain. Elle continue ses méfaits contre l'occupant. Puis, après cette fameuse bataille de Normandie, où le front est percé courant juillet 1944, les troupes allemandes commencent à quitter l'ouest et à refluer vers l'est. Et là, nous allons assister à des exactions très graves commises par les troupes allemandes, les exactions non pas de SS, mais effectuées par la Wehrmacht, l'armée régulière allemande. Il s'agit des villages qui se situent dans le sud meusien, un peu en dessous de Bar-le-Duc, le village de Couvenges, le village de Robert-Espagne, le village de Magnéville et le village de Beurré-sur-Saulx. Mais le plus emblématique de tous en France, c'est celui d'Oradour-sur-Glane. Et en voici quelques images.
Concernant l'implantation des forces allemandes dans Verdun depuis le 15 juin 1940, hormis quelques casernes qui sont occupées et même le collège Buvigné par une partie de la troupe, les points les plus symboliques de Verdun sont occupés par la file de gendarmerie ici au Coq-Hardy. Cette file de gendarmerie est commandée par le colonel Vissel. Autre lieu symbolique qui se situe pratiquement en face du Coq-Hardy, ici au numéro 5, derrière moi, vous aviez la commandanture, hormis bien sûr quelques bureaux qui se trouvaient à l'hôtel de ville concernant donc la troupe et les relations avec la population verdunoise. Alors il existe plusieurs images qui sont rentrées dans la postérité. C'est le défilé allemand qui a eu lieu ici, donc après la prise de la ville par les troupes allemandes, qui a eu lieu sur l'avenue Mazel, en direction de la place Foch. Bien, je vous ai parlé donc de la venue des troupes allemandes de l'Ouest suite au percement du front de Normandie au mois de juillet 1944. Et bien sûr, ces gens-là vont arriver vers l'Est. Et la Gestapo d'Angers, finalement, après un périple assez long en passant par la ville de Meaux, qui se trouve au sud de Paris, arrive à Verdun le 15 août 1944 et va s'installer. Elle va s'installer, une très bonne partie de son personnel va se retrouver dans la caserne de la gendarmerie nationale qui se trouve derrière moi, après l'avoir réquisitionnée et bien sûr mis à la porte les gendarmes et leurs familles. Alors si les SS logent dans la caserne de gendarmerie qui se trouve derrière moi, leur chef, le colonel Hans Dietrich Ernst, lui, loge dans une très belle villa qui se situe avenue de Luxembourg. En face de la brasserie Le Café de l'Union, aujourd'hui le club, se trouvait ici donc l'hôtel de l'Univers où étaient logés les SS à partir du 15 août 1944. Ils étaient pratiquement en face donc du repère de résistants et du temple du marché noir verdunois. À sa tête ici, il y avait un sous-officier qui était adjoint à Hans Dietrich Ernst, le sous-officier nommé George Bruckel. Nous sommes ici, place Maginot, devant le numéro 15. Et ce numéro 15 était une épicerie le 20 août 1944, le jour de l'arrestation du résistant Armand Hédon, qui a eu lieu pratiquement en face. D'ailleurs, le commerçant témoignera plus tard. En ce jour du 20 août 1944, Armand Hédon marche sur ce trottoir. Soudain, il voit arriver une voiture qui s'arrête le long du trottoir. En sortent plusieurs membres de la Gestapo d'Angers, 6 à Verdun, et appréhendent Armand Hédon et d'une manière brutale l'engagent dans leur voiture. La voiture s'engouffre dans la rue Saint-Pierre, derrière moi, pour aller à la commandanture l'interroger. Ce résistant donc sera découvert le 26 décembre 1944 dans le charnier de Tavannes. Mais qui était ce résistant? Armand Hédon est un ancien militaire de carrière du grade de maréchal des logis-chefs. Il était dans un régiment de dragons. Il a participé à la campagne de France où il a obtenu une citation à l'ordre du régiment. Ensuite, à la dissolution de son régiment, il intègre l'armée d'armistice. Et cette armée d'armistice est dissoute en novembre 1942 suite à l'invasion par les Allemands de la zone dite libre. Et il revient sur Verdun. À Verdun, il trouve un emploi comme démarcheur du Crédit Lyonnais et va rentrer dans la résistance au 1er mai 1944. Il va devenir un agent de renseignement du chef des FFI de la Meuse, en l'occurrence M. Pierre Joly, ancien combattant de 14-18, même
officier supérieur du grade de colonel, qui est le maire de Souilly-sur-Meuse. Alors cet homme a-t-il été dénoncé? A-t-il commis une imprudence pour qu'il soit arrêté ainsi? Que possédait la Gestapo d'Angers pour l'arrêter? Nul ne le sait. Toujours est-il que sa famille ne le reverra pas, puisqu'il est papa de 3 enfants, dont le dernier est né en mai 1944. Le 20 août 1944, il y a 2 indicateurs qui rentrent dans le café qui se trouve derrière moi, qui s'appelait à l'époque le Marabout. Ils engagent la conversation avec M. Pierre Thomas, le patron de l'établissement. Ces 2 indicateurs lui demandent des renseignements concernant l'intégration d'un maquis dans le secteur. Ils se disent également pourchassés par les Allemands et veulent à tout prix en découdre avec les Allemands et pour ce faire, entrer le plus rapidement possible dans un maquis. Monsieur Pierre Thomas, assez confiant, finalement leur indique qu'il y a un résistant, un paysan, qui se trouve à Saint-André-en-Barrois, c'est pas très loin de Souilly d'ailleurs, et de s'y rendre de sa part. Les indicateurs repartent, vont à Saint-André-en-Barrois, et finalement, je ne sais pas s'ils ont trouvé ce monsieur Cordier, agriculteur et résistant, mais toujours est-il qu'ils reviennent. Et ils reviennent donc le 23. Et le 23, ils rentrent à nouveau dans cet établissement et ils répètent un peu les mêmes propos. Mais là, c'est Madame Thomas qui les accueille, Monsieur Pierre Thomas n'est pas présent. Et elle commence à avoir des doutes sur leur insistance. Ces 2 indicateurs repartent à nouveau, mais le 25 août 1944, des membres de la Gestapo SIPO-SD descendent dans cet établissement, le Marabout, et vont arrêter plusieurs personnes, dont M. Hopfauer et M. Colson, en plus du patron M. Pierre Thomas. Ils les emmènent pour interrogatoire à la commandanture et bien sûr, ils vont être interrogés violemment. Le lendemain, ils libèrent donc ces 2 premières personnes, mais ils gardent avec eux M. Pierre Thomas. Et M. Pierre Thomas, bien sûr, sera découvert dans le charnier de Tavannes, donc le 23 ou le 24 décembre 1944. Alors nous sommes ici en face donc de Café de l'Union, lieu d'une rafle de la Gestapo allemande qui se déroule le 26 août 1944. Le 26 août 1944, à 17h30, des agents de la Gestapo d'Angers, de la petite unité SIPO-SD, rentrent dans cet établissement, le Café de l'Union, et procèdent à une rafle. Il y a en gros 50 personnes à l'intérieur de cet établissement, mais les cibles sont Fernand Dios, son épouse Marie, Roger Letellier, Georges François et son épouse, et Robert Dios, le fils du couple Dios, qui vont être arrêtés en priorité et être amenés à la commandanture pour interrogatoire. Parmi ces gens, certains seront libérés le lendemain et d'autres non. Ceux qu'on retrouvera dans le charnier de Tavannes sont Fernand Dios et Roger Letellier de Thierville. Nous sommes ici à proximité du tunnel de Tavannes, devant le charnier où fut trouvé par un agent de la SNCF qui revenait justement de travailler à proximité du tunnel de Tavannes le 23 décembre 1944, où il s'aperçoit qu'il y a eu une fouille dans ce secteur effectuée par des renards, et il s'aperçoit qu'il y a quelque chose, disons, qui attire son regard, et en grattant un peu la terre, il découvre
que c'est finalement une fosse qu'il s'agit. Alors, il va prévenir bien sûr les autorités et la gendarmerie qui, dès le lendemain, vont prendre les mesures nécessaires pour venir découvrir ce qu'il y a à cet endroit. Et au fur et à mesure, donc, de la découverte, ils s'aperçoivent finalement qu'il y a 16 corps qui gît dans cette fosse, ce charnier. Alors ces 16 corps correspondent à 16 résistants qui ont été lâchement abattus par la Gestapo dans la matinée de très bonne heure, à l'aube, dans la matinée du 30 août 1944. Ces 16 résistants donc étaient internés à la prison allemande à proximité de l'ancienne entrée de la citadelle basse. Alors, comme il a indiqué sur la plaque qui est devant cette fosse, ces résistants n'ont pas été fusillés car le terme n'est pas exact. Le terme fusillé correspond à une sentence suite à un jugement. Or, ces braves 16 camarades résistants n'ont jamais été jugés, ils ont été finalement lâchement abattus, même assassinés, puisqu'il s'agit donc d'un meurtre par préméditation. Les Allemands, quand ils arrivent dans ce secteur, n'ont pas abattu les résistants tous en même temps. Il y a eu peut-être même plusieurs allers-retours de la prison allemande à ce lieu du supplice. Mais toujours est-il que parmi eux, il y avait 2 prêtres, un de Mouzet et un de Stenay. Les Allemands leur ont dit qu'ils seraient abattus en dernier. Il faut ajouter également que l'officier allemand, malgré qu'il soit abattu, a donné le coup de grâce à chacun d'entre eux. Nous pouvons remarquer que la fosse est entourée de 16 poteaux blancs enchaînés. 16 poteaux, un poteau par résistant abattu lâchement. Le jour de la cérémonie, chaque 31 août, a lieu ici donc un dépôt de fleurs. Il y a une personne devant chaque poteau donc, qui dépose une fleur dans la fosse. Les noms des suppliciés se trouvent inscrits en lettres d'or sur le marbre que vous avez ici. Et lors de la cérémonie, leur nom est proclamé et se termine pour chacun de ces noms avec la formule consacrée « Mort pour la France ». Parmi ces 16 résistants, un inconnu, 2 prêtres et un Belge, M. De Kinder, qui était un envoyé du gouvernement belge à Paris, mais qui, suite au reflux des troupes allemandes, s'est retrouvé, lui, interné à la prison allemande de Verdun. Qui est à l'origine de ce crime abominable, odieux, c'est tout simplement le colonel SS Hans-Dietrich Ernst, qui était donc le grand responsable de la Gestapo de Verdun, qui est à l'origine donc de ce meurtre ainsi perpétré. Nous sommes le 28 août 1944, la 3e armée du général Patton arrive à Reims et il veut poursuivre donc son offensive plus vers l'est en direction de Chalon-sur-Marne, Verdun. Contrairement aux ordres du général Bradley, lequel lui dit de ralentir afin que le ravitaillement puisse se faire. Nous sommes maintenant à proximité de Moulins-Brûlés, un secteur qui se trouve à 5-6 km de l'entrée ouest de Verdun. Nous sommes le 30 août, une colonne de 17 chars du 20e corps d'armée commandé par le général Walker arrive sur la nationale 3 où nous sommes actuellement et va aborder bientôt le carrefour dit du Moulin Brûlé à l'intersection de la voie sacrée qui mène à Bar-le-Duc et de la route qui mène à Verdun.
Nous sommes au soir. Vers 23h40, cette colonne de 17 chars, avec leurs yeux de chat uniquement, c'est-à-dire avec une faible lueur, avance précautionneusement afin, disons, de se méfier de la présence allemande. Et ils ont raison, car les Allemands tiennent le carrefour avec un canon de 88, une arme redoutable pour les blindés, et qui est dissimulée à la vue du premier char qui avance. Le canon de 88 fait feu sur le premier char, qu'il détruit et bloque la colonne des 16 autres chars. En plus, les Allemands ont une petite réserve de 10 chars qui attendent à Balécourt, non loin d'ici, à 2 km d'ici. Ensuite, ils avaient donc installé des postes de mitrailleuses dans le secteur environnant du carrefour. Et un duel d'artillerie va s'engager entre la colonne allemande et la colonne blindée américaine. À tel point que le garde-barrière, témoin de la scène qui se déroule, va passer une mauvaise nuit, une très mauvaise nuit. Il ne sait pas à quelle sauce il va être mangé, si c'est à la sauce allemande ou si c'est à la sauce américaine. Toujours est-il que le duel d'artillerie va durer très tard dans la nuit. Et puis, vers 4 heures du matin, soudainement, les Américains s'aperçoivent d'un silence. Les Allemands viennent de quitter les lieux et se replient sur Verdun. Les Américains se déploient et vont tenir tout le secteur environnant. Vers 6 heures du matin, arrivent de cette route, de la direction de Clermont-en-Argonne, 3 chars allemands. On se demande d'où ils sortent. Dont un qui est tracté au dernier char. Les Américains n'en font qu'une bouchée, détruisent les 2 derniers, seulement le premier arrive à se sauver. Il déposera plus tard, en abordant l'entrée de Verdun, à l'emplacement dit de la Porte de France, un soldat allemand grièvement blessé et qui mourra par la suite. Puis les Américains, prudents, vont reprendre leur direction sur Verdun. Ils vont rentrer dans Verdun vers 12h, 12h45 et ils seront accompagnés par un monsieur Laroche, coiffeur à Glorieux, pour les guider. Seulement, il n'y aura que 3 chars américains qui vont rentrer dans Verdun. Les autres tombent en panne sèche d'essence. Donc, ces 3 chars américains parcourent la rue Mazel, arrivent au pont Bon Repère, déminé par Fernand Leguet et ses 3 camarades, et un franchit donc au début de l'après-midi ce fameux pont Beaurepaire. Ainsi, les Américains rentrent dans Verdun le 31 août 1944. Il faut savoir aussi que les Allemands avaient l'intention de défendre Verdun bec et ongle, en amont, déjà dans l'Argonne. Mais vu l'avance fulgurante des Américains, ils n'ont pas eu vraiment le temps de s'organiser. Et maintenant, nous allons passer, si vous le voulez bien, à la phase de déminage du pont Beaurepaire, le seul pont encore intact, car le pont de la Galavaude, miné par les Allemands, saute le 30 août 1944. Alors nous sommes le 31 août 1944 maintenant, nous sommes sur la place Chevert, qui avait une autre configuration à cette époque, mais la statue était toujours à l'emplacement actuel. Et nous allons parler du déminage du pont par les héros qui se trouvent ici, mémorisés sur cette plaque. Il s'agit donc de Fernand Leguet, de Louis Hénon, d'Henri Schluck et de M. Evans, tous les 4 résistants. Comment s'est passée cette histoire de sauvegarde du pont dit Beaurepaire à l'époque et qui deviendra Leguet par la suite en mémoire du héros principal de la sauvegarde du pont. Vers midi, bravant la surveillance effectuée par les soldats allemands,
dont un se trouvait à l'angle de la rue où se trouve le Café de l'Union, aujourd'hui le club. Alfred Hénon, n'écoutant que sa bravoure, à l'époque c'était 2 ponts juxtaposés métalliques, car ils avaient été détruits par les forces françaises avant l'arrivée des Allemands en juin 1940, et va déverser dans la Meuse les 4 caisses d'explosifs qui n'attendaient que la mise à feu. Cette mise à feu, donc, était reliée par des câbles électriques qui traversaient la place Chevert jusqu'à 200 mètres environ d'ici, reliés à un poste de mise à feu qui était tenu par les Allemands. Et c'est M. Fernand Leguet, aidé de 3 autres résistants, ils vont couper les fils électriques afin de rompre la chaîne pyrotechnique. Quand on lit bien l'histoire, finalement, le colonel allemand commandant la place de Verdun, en accord avec le maire, ne voulait vraiment pas détruire Verdun comme il en avait reçu l'ordre. Et bien sûr, cet homme-là, d'une certaine humanité, avait, disons, des accointances, même avec la population d'ailleurs, verdunoise. Mais bon, le pont quand même a été sauvé par les 4 résistants que je viens de vous citer. Ce sauvetage du pont Beaurepaire, que l'on doit à ces 4 résistants, a été rapporté au général Sylvestre, commandant l'unité américaine qui était dans le secteur de Verdun, en instance de départ pour rejoindre la Moselle et notamment probablement Metz. Ensuite, le général Sylvestre a voulu donc honorer ces braves gens. Seulement, il n'y avait qu'une seule médaille qu'il détenait encore pour remise en cas, disons, d'héroïsme. Et ces 4 résistants se sont entendus entre eux et ils ont désigné finalement Fernand Leguet pour recevoir cette médaille. Alors cette médaille américaine lui sera remise donc devant les troupes américaines et un parterre d'autorités françaises au pied du monument de la Victoire le 5 septembre 1944. Les 3 autres, se verront décerner un diplôme. Nous sommes ici sur la place Nicolas Psaulme, un évêque de Verdun qui a sévi au cours des années 1550 justement, et nous sommes au pied de l'église Saint-Nicolas, désacralisée depuis 1990, et vous voyez encore donc les éclats d'obus qui ont pulvérisé la façade de cet édifice religieux. Ceci est dû tout simplement à un bombardement aérien allemand qui s'est produit dans la nuit du 1er au 2 septembre, suite à des représailles que les Allemands voulaient faire sur Verdun par rapport au passage des Américains qui ont réussi à passer sur le pont sauvegardé par Fernand Leguet et 3 de ses camarades. Alors ici, tout a été pratiquement détruit. La partie que vous avez face à moi, où se trouve le tabac, le bureau de tabac et ainsi de suite. Vous avez aussi cette partie-là où c'est indiqué Saint-Paul-Optique, mais à l'époque c'était la librairie Frémont. Et une petite partie également concernant ici l'emplacement de la pharmacie, où tout ce secteur a été rénové. Voilà. Donc il y a eu beaucoup, disons, de destruction sur ce carrefour, hein, qui mène donc avec la rue Saint-Pierre sur la place du gouvernement, la rue Mazel. Il y a eu en gros une bonne dizaine de victimes quand même, ce n'est pas rien, et bien sûr des maisons détruites, des appartements détruits. Et vous avez un petit film qui a été tourné par M. Frémont, propriétaire de la librairie, qui a filmé justement les dégradations dues à ce bombardement et aussi le passage de beaucoup de convois américains
qui partaient donc sur la Moselle en empruntant cette rue Mazelle. Alors nous arrivons au terme de notre émission pour aujourd'hui et je voudrais vous terminer mon propos sur une belle inscription que beaucoup de Verdinois ignorent. Il s'agit du D-Day Victory 1945 qui a été gravé, j'ignore par qui, mais toujours est-il que ça mémorise bien le jour de la victoire du 8 mai 1945. Au revoir, chers amis.